Les meilleurs athlètes du monde, ils n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin d'être les meilleurs athlètes du monde. Le titre au JO, il s'est joué à 5,7 cm. Donc voilà, pour ceux qui nous regardent, c'est la longueur d'une main. On va regarder toutes les données des athlètes pour aller optimiser la performance et aller chercher les 1 ou 2% de performance qu'il leur manque pour aller gagner l'UTMB ou une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Tu as beaucoup plus à mettre en argent dans un performance scientist parce que la visibilité qui va être associée à la victoire derrière, elle est fondamentale et énorme. Je m'étais transformé de l'étudiant qui posait des questions au data scientist qui pouvait potentiellement l'aider, et là c'est lui qui posait les questions. On n'a pas besoin de lever 2 millions pour avoir une super boîte. Je vais devenir un monkey geek. C'est le terme qu'on a avec des copains, c'est les moines codistes en fait. Il y a certaines technos ou quoi qu'on a développées qui sont bien supérieures par rapport à ce qu'ils font dans certaines équipes du World Tour par exemple. Mais non. Ou même club de top 14. On essaye de faire ruisseler cette connaissance justement sur le grand public, et ça c'est vraiment important. Bienvenue sur Kilomètre 30, le podcast des entrepreneurs du sport. Je suis Victor Namias et aujourd'hui je reçois Joseph Mestralet, le fondateur de Enduro. Honnêtement, j'ai trop aimé cette conversation parce qu'on parle de sport, de data. Joseph, c'est un passionné de sport et aussi de mathématiques. Ça se ressent vraiment dans les conversations. On a évidemment parlé de l'UTMB et son rôle dans les victoires respectives de Tom Evans et de Ruth Croft. Pour info, cet épisode a été enregistré en octobre 2025. Voilà, j'ai toujours du mal avec les délais, mais on essaye petit à petit de rattraper le retard. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Joseph, Salut Victor. ça va? Ouais, très bien, et toi? Nickel. Écoute, je suis ultra content de te recevoir parce que tu rassembles plein d'aspects qui m'intéressent dans le sport et dans l'entrepreneuriat. J'aime bien présenter mes invités un petit peu avant de commencer la conversation. Donc, si je dis pas de bêtises, Joseph Mestralet, tu as 28 ans, tu es diplômé d'XHEC, tu es data analyst, mais aussi performance scientist. Tu es passionné de maths et passionné de sport. Je pense que c'est un combo qui est gagnant dans ce que tu fais. Tu es issu de la montagne, si je ne dis pas de bêtises, Argentière, donc près de Chamonix, au cœur un peu de l'effervescence et de tout ce qui s'est passé récemment à l'UTMB. Tu as monté un laboratoire de la performance donc, qui s'appelle Enduro, et l'idée derrière ça, c'est d'aider les athlètes à optimiser leur performance à travers une analyse fine de la donnée. Et plus récemment, tu as brillé en accompagnant Tom Evans et Ruth Croft lors de leur prépa et jusqu'à leur victoire à l'UTMB donc en 2025. Félicitations pour ça. Encore une fois, je suis trop content de pouvoir échanger avec toi. Merci beaucoup, merci pour la présentation. Effectivement, c'est ça, c'est deux passions qui se mettent en commun et pour créer un peu cet écosystème. Donc, hâte de pouvoir en discuter avec toi. Ouais, carrément. J'aime bien aussi demander à mes invités de se présenter. Est-ce que tu peux dire qui tu es, Joseph? Je pense que tu as très bien fait le boulot. Non, c'est ça, c'est vraiment, je pense, ouais, encore une fois, là, c'est ces deux mondes qui sont un peu rentrés, qui étaient assez éloignés il y a quelques années, il y a 4-5 ans, même quand je me suis lancé il y a 3 ans, c'était vraiment assez difficile de comprendre comment ça pouvait fonctionner. Et je me suis lancé un peu contre vent et marée au début. J'étais intimement persuadé que ça pouvait fonctionner. Et on a réussi à montrer que ça pouvait le faire, ouais, sur les dernières années, donc c'est vraiment cool. Et on amène des gens avec nous, on essaie justement aussi d'éduquer, de créer un peu cette communauté. Donc c'est quelque chose de sympa, ouais. Ouais, tu dis quand tu dis tu parles de qui? Je parle d'enduro en général. En fait, je déteste parler de moi, là, enfin, de dire je. Donc même quand j'étais tout seul dans la boîte, je disais toujours on parce que je trouve que ça avait C'est plus mieux. de force. Non, mais je sais pas. Mais maintenant, ouais, on est 6 dans la boîte. Mais quand je dis on, c'est aussi même tout ce qu'on a réussi à créer avec des partenaires, avec des experts de la performance, avec NutriPure, avec Roof et Tom. Enfin, justement, toute ce mouvement un peu autour d'enduro qui est plus qu'une entreprise, je pense, mais plus un mouvement à ce niveau-là. Ok, c'est tellement stylé. Est-ce que tu peux te décrire du coup Enduro pour les personnes qui écoutent, comprendre un peu le spectre d'action derrière? Enduro, c'est un laboratoire de la performance. Donc, c'est un labo qui est mis à disposition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder toutes les données des athlètes. Donc, ça peut être très, très précis. C'est du lactate, du glucose, de la cadence, du sommeil, etc. Pour aller optimiser la performance et aller chercher les 1 ou 2% de performance qu'il leur manque pour aller gagner l'UTMB ou une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment genre c'est très holistique en fait dans sa vision. Et en fait, on fait pas mal de choses à côté parce que on accompagne des marques, on accompagne des athlètes. On a aussi un média. Justement, là, c'est plus data
pour la performance, c'est plus de data pour le média. Et du coup, en fait, comment est-ce que tu viens éduquer? Et en fait, moi, j'étais obligé de faire ça au début parce que personne ne connaissait ou personne n'y croyait. Personne ne comprenait Donc, peut-être. ouais, exactement. Et du coup, j'ai dû faire un peu de mettre un peu un côté ludique justement dans cet aspect de data. Ok. Et du coup, l'utiliser pour potentiellement. C'est un truc qui me plaît beaucoup, mais en fait, faire comprendre notre sport, Ouais. que ce soit le trail ou les sports d'endurance, au monde, en justement donner des choses très factuelles. Et du coup, par exemple, de pouvoir répondre à la question qui est le meilleur trailer du monde aujourd'hui, tout le monde te donne une réponse différente. Et là, justement, c'est vraiment pour mettre en lumière et pour éclairer avec de la data. Donc, il y a cet aspect média qui est très important pour nous aussi. Qui est le meilleur trailer du monde en ce moment, du coup? Oh là là. Ah, c'est vrai. Question Il polémique. va durer 2h30 ou 1h ton podcast? On va rester sur 1 heure du coup. Et Tom Evans, bien sûr. Évidemment. Tu as mentionné quelques données. Il y a un sujet qui m'a interpellé. Donc, tu dis récupérer de la donnée. Comment on récupère toutes les données? Ça peut se faire en une fois au lab ou du coup ça se fait sur la durée? Comment ça fonctionne? On a plein de sources diverses, vraiment pas mal de capteurs différents. Déjà, la principale donnée qu'on peut réussir à récupérer, c'est toute la donnée de Strava ou de Garmin ou de Coros des années précédentes, parce que moi j'ai besoin d'avoir les historiques un peu des athlètes. Ça, les athlètes sont propriétaires de cette donnée? Ouais. 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 Bah, on se pose pas trop la question dans le trail parce que leur équipe va pas être propriétaire de leurs données. Je crois qu'en foot, il y avait beaucoup plus de débats justement sur qui est propriétaire de cette donnée. Et surtout, il y a un sujet qui m'a toujours intéressé. Tu joues en NBA, tu changes de club. Est-ce qu'ils peuvent utiliser contre toi les stats? Enfin, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Et honnêtement, s'ils y ont accès, je vois pas comment est-ce qu'ils le garderaient pas en tête, quoi. Donc, Ouais. c'est un truc qui m'intéresse plutôt bien. Il y a quoi d'autre? Et oui, donc on regarde toutes ces données. Donc, on travaille un peu avec Quentin Fillon-Maillet. Ouais. Et lui, il nous a envoyé ces données depuis 2004, je crois, ou 2005. Enfin, donc, c'est honnêtement d'avoir un athlète qui y a fait aussi confiance aussi tôt. Parce qu'en 2004, mais si moi en 2021 j'étais précurseur, alors lui en 2004, il était. Enfin, c'est assez fort. Et du coup, on C'est le récupère dieu de mal la ça. donnée. Exactement, ouais. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et après, on fait passer pas mal de tests en labo. Donc, soit chez nous, soit on les envoie un peu aux quatre coins du monde pour justement avoir le plus possible de points de données. Et ça, par exemple, en labo, tu chopes quoi comme information concrète que tu pourrais pas faire à la maison, quoi? Il y a énormément de trucs. Ouais. Ça peut être de la VO2, justement les seuils, la dégradation des seuils, pardon, les taux. C'est quoi la dégradation des seuils? C'est en fait, tu fais ton test de VO2 max, donc tu as des différents seuils. C'est à partir de quel moment tu rentres dans une autre zone et du coup tu vas commencer à produire, en tout cas ne pas consommer ton lactate. Et ça, du coup, c'est fondamental en fait pour savoir si tu es économe justement dans ton effort et tu vas pouvoir être bon. Et du coup, ça en fait, on remarque qu'il se dégrade pas mal avec la distance. Et du coup, en fait, tes seuils au kilomètre 0 de l'UTMB ou au kilomètre 100 de l'UTMB, ça va pas être les mêmes. Ils évoluent dans le temps, quoi. Oui, exactement. Ouais. Ok. Et il y a ça, il y a la consommation de glucides, il y a le ratio entre les glucides que tu brûles, entre ceux qui étaient déjà présents dans ton corps ou ceux qui sont ingérés pendant l'effort, la sudation, plateforme de force, il y a 1 milliard de choses à faire. Ouais, ok. Et ça prend du temps à tout récupérer? Ouais, mais ça se fait sur 1, 2, 3 saisons où en fait on demande un protocole spécifique et après on le fait aussi sur le terrain lors des différentes compétitions, donc ça c'est intéressant. Ouais, ok. Oui, j'avais entendu à un moment où tu parlais, il me semble, à Nico de Running Addict, où tu parlais de Tom Evans Ouais, à Tenerife. récupérer des infos Ouais. après une compétition, quoi. Et ça, c'est cool parce que c'est un des points importants en ultra trail. C'est une épreuve justement qu'on fait pas à l'entraînement et du coup, on fait jamais 110 km à l'entraînement. Et du coup, c'est important justement d'avoir ce genre d'objectif B pour permettre de comprendre un peu plus justement son corps après tout cet effort. Et du coup, c'est vrai qu'on avait eu la chance de faire ça sur une compétition un peu secondaire Ouais. où en fait, justement, on avait pu le tester directement après et c'était vraiment intéressant. Ok, trop cool. Est-ce que tu peux du coup présenter le spectre de vos interventions? Parce que c'est vrai, quand on regarde Enduro, on a peut-être déjà vu passer, en tout cas pour les coureurs ou les sportifs d'endurance, les Enduro Report sur Strava ou sur les autres plateformes. Est-ce que tu peux donner un petit peu votre champ d'action? J'ai l'impression qu'il y a du athlète de haut niveau, performance ultra poussée. Derrière, il y a aussi aider les athlètes comme moi, par exemple, qui ont envie d'améliorer leur perf. Ouais. Alors, l'Enduro Report, je sais pas si vous connaissez, mais je vous conseille d'aller regarder
ou sur le site, vous verrez, en fait, c'est une analyse que vous pouvez ajouter justement sur toutes vos sorties Strava. Donc en fait, vous faites votre sortie et nous, on vient vous calculer le coût du vent, du dénivelé, de la température, etc. Et ça, c'est assez puissant parce que ça vous permet de comprendre comment les conditions extérieures et les paramètres extérieurs ont justement coûté, et du coup de pouvoir comparer réellement deux sorties en termes de RPE, en termes de même de temps entre les deux. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et je pense que c'est vraiment la philosophie de base d'Enduro, c'est de se dire, OK, on a notre vitrine d'athlètes de niveau, et c'était la partie immergée de l'iceberg jusqu'à l'UTMB où on n'en parlait pas trop, on était vraiment concentré à fond. Enfin, en tout cas, moi, je le vis à 200% depuis 3 ans, mais les gens n'étaient pas au courant qu'on était aussi fort là-dessus. Et pour le coup, l'aspect média, l'aspect un peu plus grand public, ça, c'est vraiment la partie émergée où en fait, on essaye de faire ruisseler cette connaissance justement sur le grand public, et ça, c'est vraiment important. Donc, pour rentrer un peu plus dans les détails, je me suis dit, allez, pendant 3 ou 4 ans, je teste 8 ou 9 business models différents pour voir justement comment ça marche. Et après, soit on prend un et on le fait à fond, soit on se pousse. Mais ouais, vraiment, il y a cette logique de, on a cette vitrine et comment est-ce qu'on peut faire profiter justement de cette analyse data au plus grand nombre. Et honnêtement, c'était super important parce qu'on ne pouvait pas se lancer directement justement avec des gens qui n'étaient pas encore éduqués. Et du coup, en fait, on les a éduqués grâce aux victoires sur l'UTMB pour ensuite justement pouvoir progresser là-dessus. C'est un produit d'appel, le report, pour toi, ça correspond à quoi? Au début, j'ai eu l'idée, et on l'a monté avec Elodie Boissonnet, qui était une fille, super fille, monstrueuse en data et en tech. Et en fait, au début, même pas, c'est juste de pousser de l'innovation, d'essayer de comprendre un peu plus. Et je me souviens même, les gens me disaient, mais ça sert à rien, enfin, genre, fais un truc qui sert et qui est monétisable. Et en fait, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait 100 personnes dessus, c'était rien du tout. Et en fait, le but, c'était justement d'apporter même de la visibilité, que ce soit pour Enduro, parce qu'actuellement, il y a 5000 personnes qui l'ont. C'est-à-dire que tous les jours, il y a 5000 fois le mot Enduro qui apparaît sur les réseaux. Et il y a des gens qui disent, ah, mais trop bien Enduro, j'ai le report. Et donc le fait qu'ils associent Enduro au report, pour moi, c'est totalement bizarre parce que c'est 1% de tout ce qu'on fait, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ça nous donne pas mal de visibilité. Ça nous permet justement aussi d'éduquer un peu les gens sur les impacts. Et en fait, quand ils regardent l'impact du vent, ils disent, attends, quoi, c'est énorme. Donc ça peut je suis vraiment... trop fort. Ouais. Et un dernier truc, je pense, c'est après, on va essayer potentiellement de créer des collabs, et ça peut être un produit d'appel pour les plans de pacing. Donc c'est aussi un des trucs qui fait partie du ruissellement, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut automatiser un peu notre vision des choses pour les athlètes de haut niveau au grand public. Et du coup, on fait des plans de pacing qui sont sortis il y a 3 semaines. Là. Okay. Donc si vous cherchez un plan de pacing pour le marathon de Paris, pour l'UTMB, pour des trails comme ça, on est capable de le faire. J'ai pas vraiment fait de com parce que pour moi, voilà, mais c'est vrai que c'est un sujet qui peut être vraiment intéressant et qui apporte un peu plus de finesse en fait là-dessus. Ouais, complètement. Mais du coup, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? J'ai fouillé un peu, j'ai vu sur le site qu'il y avait des plans de pacing pour des courses spécifiques. Ouais. Par exemple, Nice prochainement. Ça marche comment? Tu donnes... Parce que j'ai vu, dans le site, tu devais donner tes informations, tes prédictions. Ouais. Ça peut être aléatoire. Hein. Dans mon cas, où moi, j'ai fait un ultra, un ultra, c'était un 80 avec 4005 de D+. Bravo. En 17 heures. Attention, non, bravo. Ma prédiction, je ne savais pas en fait. J'avais du mal, j'étais pas accompagné et tout, du coup très amateur, mais c'est compliqué du coup de se positionner là-dessus, non? Ouais, bien sûr. Mais là, c'est juste on laisse les gens le faire, ou sinon ils peuvent aussi donner leur index et nous on leur calcule justement un temps. Okay. Ça peut être intéressant. Après, à terme, et c'est là que c'est deux mondes qui viennent de se rencontrer, c'est le monde du report, donc en fait l'analyse des stats et ce pacing plan. Et en fait, quand la personne justement s'inscrit sur le report, on vient justement, avec son accord bien sûr, mais prendre justement toutes ces données pour voir quel est son niveau, mais surtout en fait construire ce qu'on appelle la matrice du coureur, qui est sa capacité à être fort en montée, en descente, par rapport à la température, par rapport à la technicité, etc. Et du coup, en fait, là où actuellement on a une matrice assez globale, donc qu'on calcule, qui est dédiée à la course forcément, mais du coup on vient calculer cette matrice de coureur. Là, pour le coup, on vient la personnaliser. Et ça qui est fort en fait dans ce dashboard, c'est que
ils s'entraînent au fur et à mesure et elle devient de plus en plus personnalisée. Et comme ça, on va être capable justement à terme de dire, bah voilà, vu ton état et si on a suffisamment de sorties, s'il a fait vraiment tout ce qu'il faut, on va pouvoir lui dire, bah tu peux valoir tant à ce truc, être plus précis encore ce que fait Live Trail et du coup bah, donner un élément, donner un pacing pour cette course et essayer qu'il aille au bout. Incroyable. Et du coup, la stratégie de monétisation pour ça, c'est de le faire en one shot pour l'instant, course par course. Ouais, parce que bah, ça prend quand même pas mal de temps de faire une course. Rien qu'une analyse de course, ça peut prendre jusqu'à 2 ou 3 jours avec deux gars parce qu'on va récupérer des anciens résultats, parce qu'on regarde justement très très bien le GPX, toute la partie de technicité, etc. Donc on est en train d'aller beaucoup plus vite là-dessus. Mais ouais, du one shot et après potentiellement, je sais pas, en fait c'est vraiment, je travaille un peu à la passion dans la mesure où, et honnêtement c'est pas moi qui m'occupe de cette partie, j'ai des gars qui travaillent et qui sont forts dessus. Mais en fait je les laisse avancer là-dessus et après soit on fera des bundles où en fait ils payent pour 3 ou 4 plans dans l'année, soit il y a un abonnement aussi pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, ou sinon en fait rien que de faire des partenaires avec des marques où en fait ils sont présents sur le dashboard et en fait le dashboard moi je suis assez fan du gratuit, tu vois, parce que je trouve que il y a un côté t'apportes de la valeur aux gens et en fait si on a beaucoup de personnes qui l'utilisent, et ben en fait ce sera facile de monétiser, mais au moins c'est gratuit pour l'utilisateur. Du coup ça apporte de la valeur aux marques derrière. Et exactement, ouais, c'est ça. Parce que bah, c'est quand même des gens qui sont à fond data, qui sont hyper éveillés justement à cet aspect data. Donc s'ils voient passer un petit offre pour une application de coaching, Campus Coach, ou d'acheter des gels, et ben en fait forcément ils vont faire confiance parce qu'on a cette notion d'expertise à ce niveau-là. Campus Coach, c'est cité au hasard? C'est cité non, parce qu'on travaille un peu avec eux justement. Ouais. Et du coup ça peut être vraiment intéressant en fait ils font très bien la partie coaching. Nous on l'a pas mise en œuvre et on est plus sur du ruissellement de ce qu'on fait avec les élites, mais du coup si les gens en fait voient leur report, ils se disent ok bah là j'ai fait 108% de mon volume de la semaine dernière. Attention, là, nous, on met un petit truc, attention, c'est peut-être un peu trop. Risque de blessure. Exactement, oui. Si vous voulez plus d'informations, bah, vous pouvez aller. Et en fait, c'est même pas de la mise en avant, c'est juste, c'est un conseil qu'on leur donne, mais de bonne foi. Enfin, il n'y a même pas de vente de produits. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est juste logique, quoi. Tu as parlé de... On peut rentrer dans la partie business un peu. Tu as parlé de 8-9 business models différents que tu avais testés. Moi, je suis curieux d'entrer un petit peu dans le détail de comment a évolué Enduro, d'où c'est parti et quel a été le cheminement pour construire le produit qui existe aujourd'hui. Il y a eu pas mal de trucs dans tous les sens. Ouais, en fait, quand je te dis encore, c'est quelque chose d'assez passionnel. Moi, j'étais persuadé que ça pouvait intéresser des gens. Et du coup, je me suis dit, bah, là, je me lance et j'optimise la performance d'athlète de haut niveau. C'est très bien, c'est génial, on s'éclate. Ça rapporte bien parce que ça permet de vivre. Mais quand on veut faire tourner une boîte derrière, c'est pas suffisant parce qu'il y a un problème de scalabilité, notamment sur le fait qu'on a des non-competing agreements entre les différents les différents athlètes. Donc en fait, on peut pas prendre le concurrent de l'athlète sur la même course parce que bah, forcément, quand on fait un plan de pacing, c'est un plan de pacing pour l'athlète, mais aussi contre les autres athlètes. Donc, tu dois changer de sport dans ce cas? Tu oui, fais comment pour contrer ça? Ah, bah, du coup, je peux avoir seulement 2 athlètes en trail, peut-être un trail court, trail long, mais c'est tout, quoi. Et pareil, on était en négociation avec Cassandre Beaugrand sur le triathlon. Et je sais pas si on a le droit de le dire ou pas, mais elle voulait pas qu'on prenne d'autres filles, même sur la longue distance, alors qu'elle faisait de l'olympique. Enfin, du coup, c'est très compliqué, justement, et même pour les hommes, c'était pas forcément évident. Donc, ouais, forcément, les athlètes se protègent, et elle a 100% raison. Mais ça fait partie du coup du job, mais du coup, on a quand même moins de volume, enfin, même pas de volume du tout. Et du coup, le but, c'est ensuite, quand je me suis dit, bah, il y a quelque chose à faire, il y a une communauté à créer, d'aller plus vers de l'amateur, où là, il y a des gens qui sont passionnés et qui ont envie de progresser. Enfin, même faire un UTMB en 46 heures, si tu as d'autres contraintes à côté ou si tu pars de très loin, ça reste quand même un énorme exploit. Et surtout, bah, y a beaucoup plus de volume à ce niveau-là. Tu le fais en combien de temps, toi? L'UTMB? Ouais. Oula, je sais pas. En vrai, j'avoue que moi je reste un peu sur les trails courts pour l'instant parce que je pense que j'aime bien pousser. Mais ouais, si j'arrive à descendre en dessous de 24 heures, ce serait cool, ouais. Ok. Ah ouais. Ouais, ok. Je sais pas, en vrai, j'avoue que je me suis jamais mis dessus. Mais c'est vraiment un autre monde. En fait, tu peux être très bon sur le trail court et en fait complètement pété. Moi, j'avoue que la longue distance, je pense que j'aimerais bien, ouais. Ouais, bah, t'es peut-être bien entouré aussi pour avoir envie, non? C'est vrai.
Ok, tu as parlé de monétisation. Comment est-ce qu'on monétise justement avec des athlètes? C'est quoi le derrière? Comment ça fonctionne? Qui paye en fait pour ce service? Euh, Quand on réfléchit à ça, moi d'instinct je me dis bah, c'est le sponsor de l'athlète qui va financer sa performance. Du coup, ça va augmenter sa visibilité et le retour du sponsor sera plus important s'il performe. C'est ça le derrière? Ça dépend beaucoup, ça a beaucoup évolué aussi. Je te donne des exemples avec un peu de financier, je pense que Ouais. ça intéressera pas mal les gens qui nous écoutent. J'avais commencé à bosser avec Peter Engel, donc un athlète, un trailer, notamment sur sa CCC en 2022. Il fait une super course et il gagne. Et là, donc j'avais bossé un peu avec lui sur le pacing et sur l'utilisation des bâtons, notamment sur la course. Et c'est lui qui m'avait payé, il m'avait payé 0 €. Donc voilà, donc déjà, c'était vraiment le tout début. Il t'a payé comment alors? J'étais, j'étais juste trop content d'avoir un athlète élite Mais ouais. qui s'intéressait à moi parce que je sortais d'études, j'avais à peine fini ma master thesis. Donc honnêtement, j'étais trop content de bosser gratuit C'est pour me lui, faire de c'est lui qui est l'expérience. venu vers toi? Non, l'anecdote, je la raconte tout le temps parce qu'elle est drôle. J'étais en train d'écrire mon chapitre de ma master thesis sur comment ça s'appelle, les capteurs de glucose, les super sapiens. Et en fait, je le vois passer à Cham et je le tape sur l'épaule. Je lui dis, ah, est-ce que je peux te poser 2-3 questions? Et en fait, c'est comme ça que je l'avais croisé et on avait pris un café pour discuter de ça. Et après, en fait, je m'étais transformé de l'étudiant qui posait des questions au data scientist qui pouvait potentiellement l'aider. Et là, c'est lui qui posait les questions. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'on avait commencé à bosser ensemble. Mais quand je revois mon briefing à l'époque, c'est une catastrophe. Enfin, honnêtement, ça n'a rien à voir avec la puissance qu'on peut avoir aujourd'hui et la finesse, etc. Donc ouais, j'avais commencé à bosser avec lui gratuitement. Après, j'avais très vite travaillé avec Ruth Croft, une des premières à m'avoir fait confiance. Et elle m'avait payé, je crois que c'était 250 € pour son premier briefing. Et d'ailleurs, un truc pour lequel je la remercie vraiment beaucoup, c'est que elle avait... comment dire, elle prépare l'UTMB 2023 et en fait elle tombe malade et du coup elle peut pas prendre le départ. Et elle avait quand même voulu me payer et justement elle était en mode mais non, t'as travaillé pour moi, je veux te payer. Et moi ça m'avait assez marqué. Après UTMB 2024 c'était toujours elle où là ça avait augmenté bien sûr et en plus j'avais réussi à récupérer un pourcentage de son prize money, donc ça va être quelque chose dans les 2005 peut-être, quelque chose comme ça. Et cette année, on a encore passé un cap et ça doit être à peu près. C'est bien. En fait, c'était différent entre Tom et Roof, où Tom c'était un peu plus élevé parce que j'ai quand même passé beaucoup plus de temps avec lui Ok. qu'avec Roof. Mais pour le coup, c'était encore eux qui payaient. Et là, pour le coup, on va passer, je pense, soit avec Red Bull, mais en tout cas que ce soit le sponsor qui paye parce Ouais. que bah, ça fait partie de la performance. Et même les athlètes qui viennent me voir, ils me disent bah, c'est pas moi qui vais payer, je vais demander à mon sponsor de payer. Ok. C'est totalement normal et honnêtement ça va clairement dans le sens de l'histoire parce que ils prenaient un risque, les athlètes, notamment il y a 2 ans. Rauf, personne n'y croyait et donc honnêtement elle dit bah ok, bah, je dépense de ma poche. C'était pas énorme à l'époque mais c'était sympa. Et après honnêtement je trouve que c'est vraiment la stature de sponsor moderne et moi c'est ce que j'essaie de pousser justement avec NutriPure, c'est en mode ok, on est ton sponsor, bien sûr on donne de l'argent, c'est mon rôle de sponsor, bien sûr on donne de la nutrition, c'est ce que je vais faire. Mais par contre, je vais aussi te donner de la performance. Et en fait, c'est de se dire, tu vas apporter. Une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est les meilleurs athlètes du monde, ils n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin d'être les meilleurs athlètes du monde. Ou de continuer, ou de devenir, ou etc. Parce qu'en fait, 1% de performance, mais ça va leur faire gagner l'éternité en termes de. Une victoire sur l'UTMB, mais on lui a changé sa vie à Tom. Enfin, c'est devenu une star, mais il peut mourir tranquillement. Ouais, Enfin, c'est c'est une vraiment folie, quoi. la définition, tu Ouais. vois. Donc honnêtement, ça c'est un truc qu'il aurait jamais pu s'acheter et que surtout une marque aurait pas pu s'acheter. Et honnêtement, tu as Tom qui gagne, tu vends, je sais pas, même 15% de plus d'ASICS, c'est des sommes qui sont monumentales. Ouais. Donc honnêtement, tu as beaucoup plus à mettre en argent dans un performance scientist parce que la visibilité qui va être associée à la victoire derrière, elle est fondamentale et énorme. Et honnêtement, avec la densification du sport, ça a énormément de sens pour une marque en fait d'investir là-dedans. Qu'est-ce que tu entends par densification du sport? Là, le fait qu'il y ait plus de gens chauds, voilà. Ouais. Enfin, que le niveau soit monté et qu'une OCC, à l'époque, ça se gagnait, mais il y avait des 15 minutes d'écart. Enfin, il faut que je retrouve quand on était petit, on suivait la course. OCC pour les gens qui écoutent, combien de distance C'est une des petites sœurs de l'UTMB, il y a 50 km. Donc c'est quand même bien 5 heures d'effort.
Mais à l'époque, on avait des écarts de 15 minutes. Moi, quand j'étais petit, quand on suivait la course. Maintenant, cette année, ça s'est terminé à 15 secondes. Au sprint, quoi. Presque au sprint, tu Mm. vois. Donc en fait, c'est juste ouf de voir la densité. Même le top 10, c'était lunaire à quel point ils sont arrivés tous en même temps. La CCC, pareil. Enfin, en fait, les athlètes sont de plus en plus larges. Je donne des chiffres que j'aime bien redonner, mais c'est 15 secondes sur une OCC. Il y a quoi de très marquant le final du marathon des championnats du monde qui s'est joué à 3 dixièmes sur 42 km, tu vois. Le titre au JO, il s'est joué à 5,7 cm. Donc voilà, pour ceux qui nous regardent, c'est la longueur d'une main. Donc juste, t'es le deuxième, tu te dis, ok, qu'est-ce que je vais faire ça avec ça? Enfin, je passe à ça, honnêtement, de la postérité, de millions de dollars de reconnaissance de sponsors, etc. Donc, c'est quoi? Est-ce que j'aurais dû manger un œuf en plus le matin? Enfin, tu vois, c'est des trucs débiles où tu te dis, est-ce que j'étais venu en taxi? Est-ce que si, je sais pas, j'avais dormi 1 heure de plus? Enfin, c'est ridicule ce genre de truc. Et du coup, en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on peut mettre toutes les choses de mon côté? Je fais déjà tout bien dans ma vie. Je m'entraîne bien, je dors bien, tout. Comment est-ce que je peux faire pour aller chercher c'est même pas 1%, c'est 0,1% de performance. Et toi, c'est ce que tu apportes en fait. Tu disais personne n'y croyait. Je trouve ça super intéressant. T'arrives comme un outsider en fait Sur le ce TMB? marché. Ouais, Ah oui. où, tu vois, quand tu vas convaincre les athlètes ou même que eux s'intéressent à ça, tu es un peu unique sur ce marché en France, quoi, non? En France, ouais, c'est sûr et certain. Enfin, il y a beaucoup de gens qui poussent, mais c'est vrai qu'il y a 3 ans, c'était un peu plus difficile d'avoir vraiment cette vision et le côté très mathématique, ouais, il n'est pas forcément évident à avoir. Donc ça, c'était important. Alors, personne n'y croyait. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé, les gens regardaient avec des yeux. Donc, il y avait forcément des mathématiciens. Il y a des gens géniaux en France qui avaient poussé ce genre de trucs dans les différentes fédérations, etc. Mais quand j'en parlais, j'avais beaucoup de mal déjà à trouver de l'intérêt de la part de certains athlètes, mais surtout à trouver même des financements qui sont quand même super importants quand tu veux vivre de ça. Donc ouais, c'était pas forcément évident. À l'étranger, il y avait beaucoup plus de gens qui y pensaient. Mais c'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'athlètes anglo-saxons au début. C'est parce qu'en fait, ils faisaient beaucoup plus confiance. Et quand je dis confiance, c'est pas forcément que y croire, mais c'est aussi être capable de mettre de l'argent sur la table là-dessus. Ouais. Et en fait, il y a énormément de différences. Un mec qui dit ah ouais, j'y crois carrément, ça peut être intéressant, vive la data. Et quelqu'un qui dit ok, je suis prêt à mettre 15 000 ou 20 000 euros par an sur un data scientist pour justement aller gagner une course comme ça. Et ça, Donc, un athlète tout seul, c'est surtout dans la course à pied, c'est peut-être compliqué d'avoir ce budget-là. Ouais, bien sûr, mais après, c'est pour ça que le sport est en train vraiment d'exploser, notamment en trail. C'est des budgets qui sont métables, honnêtement, par les athlètes. Ouais. On parlait de contrats à 6 chiffres, et du coup, en vrai, sur un contrat à 6 chiffres, ça vaut largement le coup. Ouais. Ou même, ça, c'est une dépense qui peut te permettre d'acquérir ce 6e chiffre sur son contrat. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en fait, il y a toujours une notion de... Cercle vertueux, quoi. Ouais, mais par exemple, je dis à Tom, du coup, il a habité 2 mois à Argentière avant la course, et je lui dis, waouh, t'as dû la payer cher, ta maison. Il me dit, payer? Non, investi. Et du coup, il y avait vraiment cette notion. C'est la mentalité, quoi. Exactement. En fait, je suis pas là, je dépense pas, j'investis parce qu'il sait très bien que si ça se passe bien, et voilà, en fait, et honnêtement, le choix, il est 1000 fois gagnant. Il fait x10 ou x100 sur son investissement parce que. Et même, quand je parle d'éternité, c'est qu'il sera plus jamais le même homme. Donc, ça valait largement le fait de payer ce genre de choses. Ouais, totalement. Parlons un petit peu d'optimisation. Du coup, tes athlètes, ils sont possiblement plus performants que d'autres grâce à de l'optimisation très fine sur plein de données dont tu as mentionné certaines. Il y a peut-être un débat aussi qui peut s'ouvrir là-dessus. Est-ce qu'on peut parler de dopage à ce niveau-là? Il faut revoir la définition de dopage. En vrai, tout peut être du dopage. Manger du sucre, tu peux aussi le voir comme du dopage. Je crois qu'il y a 3 points assez importants. Je pense que les spécialistes me contrediront, mais sur l'aspect dopant, il y a l'aspect c'est mauvais pour la santé. Il y a l'aspect ça t'apporte un avantage concurrentiel que les autres ne peuvent pas avoir. Et le 3e, ça apporte un réel avantage de performance. Et je crois que quand tu as au moins 2 des 3, un truc peut être considéré justement comme une substance dopante. Et honnêtement, non, pour moi, c'est juste un choix, même 1000 fois non. Enfin, c'est juste un choix plus smart de leur côté, c'est un investissement. Et honnêtement, je trouve ça impressionnant et trop beau de se dire,
mon athlète a mis ça en œuvre pour justement mieux performer. Et même plus que ça, c'est devenu une performance collective. Et en Ouais. fait, un sport qui était très individuel à la base, mais en fait, ça devient un sport d'équipe où en fait, dans ton équipe, tu as un nutritionniste, un kiné, un prépa mental, etc. Et en fait, je trouve ça encore plus beau, même dans le sport, d'avoir ce genre de truc parce qu'il est plus tout seul à courir. Il sait très bien qu'il a une équipe derrière et donc c'est une performance collective. Donc honnêtement, moi, c'est pas du tout du dopage. Ouais. Et on peut parler de plein de trucs, des cétones, il y a des débats justement là-dessus. Mais non, enfin, justement, il est plus malin que les autres. Et bah, grand bien lui fasse. Enfin, et en plus, il gagne derrière, donc c'est génial. Ouais, bah oui, mais clairement, mais j'arrive pas à comprendre le débat qu'il y a derrière sur les gens qui croient à ça ou pas. Je veux dire, c'est scientifique, quoi. Maintenant, il y a des preuves. Tu vois. Mais non, mais Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te disent les sensations, oui, tu vois. bah, déjà, je réponds pas parce que. En fait, ça dépend. Quand je vois que l'argument il est mal fondé, que la personne elle veut pas comprendre, moi, je veux pas perdre de temps avec ça parce que. Bah, en vrai, j'en suis convaincu moi. On l'a montré, honnêtement. Enfin, il n'y a pas besoin d'autres arguments. Moi, je suis quand même assez énervé contre les gens qui tout le temps, et tu viens de le faire, euh, euh, opposent la sensation à la data. Et ça, mais c'est une énorme erreur. Au contraire, on fait très attention à la Ouais. sensation. C'est une data en tant que telle, enfin, c'est une information en tant que telle. Donc, on y est vraiment sensible. Un des trucs que je regarde le premier, quand tous les jours je regarde le Training Peaks, c'est le commentaire de l'athlète, son RPE. Donc, c'est des trucs qui sont très subjectifs. Et pourtant, c'est fondamental de se mettre là-dessus. Donc, il faut arrêter de penser ça. Et après, sur l'aspect un peu data, je suis très conscient que ça peut énormément apporter de charge mentale à l'athlète. Et ça, c'est sûr et certain, parce que bah, c'est chiant de regarder ses temps tout le temps, de se dire ah merde, je suis mauvais, je suis pas mauvais, etc. Et du coup, là, il y a deux écoles, c'est pour moi, mais ça reste deux écoles de data. Soit tu le fais, mais tu le montres pas ou tu le dis pas à l'athlète. Donc, c'est un truc qu'ils ont un peu poussé à l'INSEP et que moi, je suis totalement en phase avec ça. C'est l'invisible monitoring. C'est en fait, tu es complètement invisible, ou bien sûr, tu récupères des données grâce aux montres, grâce à tous les capteurs que tu fais, mais l'athlète n'a pas ne le connaît pas et ne le sait pas. Il y a juste son coach en fait qui lui transmet, mais vu que c'est un humain, en fait, il sait pas s'il l'a utilisé ou pas. Ok. Et le deuxième point, c'est au contraire ceux qui sont passionnés de data, et c'est le cas de Tom et de Rolf, c'est de se dire, bah en fait, j'adore regarder, voir mon évolution, de comprendre, et ça apporte une source de motivation supplémentaire. Ok. Donc pour moi, c'est plus comme ça qu'il faut le voir, mais honnêtement, moi, je vois mal les athlètes passer à côté soit de la data ou au moins de la scientifisation de l'entraînement. Parce qu'en vrai, il y a eu des excellents athlètes qui ont réussi à performer sans, ça, je suis d'accord. Mais honnêtement, avec l'explosion des performances, j'ai du mal à comprendre à voir comment est-ce qu'on peut être performant sans data. Ouais, ok. Hyper intéressant. Est-ce que toi, tu as des sources d'inspiration pour faire ce que tu fais? Ouais, oui, bien sûr. Mais moi, je suis des gens, enfin, je suis à cette place et j'ai grandi justement avec ce genre de modèle. Bah forcément, Kylian au début qui lance ça et qui avait vraiment cette vision assez très analytique. J'ai beaucoup accroché avec sa vision, même s'il ne le montre pas trop. Il y a quoi d'autre? Il y a le film Moneyball. Je sais pas si tu connais Ouais. le stratège. Donc Baseball, hein. c'est un film sur une équipe de baseball avec justement un data analyst. Moi, c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire ce Mais non, métier-là. c'est fou quand même. Ouais, mais quand tu vois, c'est exactement la même chose. Hein. Enfin, C'est quel acteur qui joue c'est Brad Pitt. Brad Pitt? Ouais. Donc, je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu, il est exceptionnel. Il y a quoi d'autre? Il y a Olaf Alexander Boo, donc, qui était l'entraîneur des Norvégiens de Blumenfeld et de Eden, qui ont encore fini sur le podium au championnat du monde longue distance. Scott Johnson, qui est le coach de Tom et de Rolf, que j'ai découvert cette année et qui est exceptionnel en termes de gentillesse, de connaissances, d'adaptation, etc. Non, j'ai beaucoup de modèles et honnêtement, je grandis grâce à eux. Trop stylé. Et je vais tourner la question autrement. Est-ce que tu as des modèles dans d'autres sports, tu vois, ou des sports qui t'inspirent, où tu Ouais. te dis, en fait, le trail, on est à des années-lumière de ce qui Ouais. se fait dans d'autres sports. En fait, pour comprendre, c'est pour ça aussi ma question tout à l'heure, je te demandais, bah, est-ce que tu étais un ovni, personne ne comprenait ce que tu faisais, comment est-ce que tu as convaincu les gens? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un monde entre ce qui se fait dans d'autres sports et le trail, et toi, tu es en train d'apporter quelque chose qui va probablement construire les bases de ce sport dans le futur, quoi. Ouais, je reformule un peu la question. Pourquoi est-ce que tu as choisi le trail? C'est une bonne question, merci.
Euh, Pourquoi est-ce que j'ai. En fait, il y avait plusieurs choses. Je voulais justement travailler là-dedans. Les sports qui étaient le plus poussés, c'était la Formule 1, le vélo, etc. Et en fait, impossible de rentrer dedans. Et franchement, c'était trop compliqué parce que fallait être soit coureur avant, avoir baigné justement dans l'ambiance des clubs pendant des années, avoir un père justement qui était cycliste professionnel là-dessus. Et honnêtement, trop compliqué de rentrer dedans. Du coup, moi, je me suis dit, ok, je vais dans le trail parce que j'avais quand même une expertise là-dedans et je le pratiquais bien. Et surtout, il y avait moins de data pour plusieurs raisons, parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce qu'il n'y avait pas de métriques de performance pure comme les watts ou l'allure. Et surtout, c'était des conditions très changeantes et du coup, c'était assez difficile de faire de la statistique dessus. Du coup, je me suis dit, j'attaque un marché qui est difficile, mais au moins, je serais sûr d'être tout seul parce que comme ça, je pourrais vraiment montrer que je suis fort, réussir à aller, et c'est un peu un de mes rêves, aller gagner l'UTMB en coachant bien sûr, mais justement d'aller aider quelqu'un à gagner l'UTMB. Et ensuite, il y avait tellement le côté, enfin, le trail, c'est impressionnant. Il y a un côté un peu de faire rêver les gens. Et du coup, si j'avais ça, je pourrais aller dans d'autres sports pour montrer justement, parce que c'est sur le CV, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et honnêtement, en me retournant du coup sur les sports dans lesquels j'avais pas été pris, et je me rends compte qu'on n'est pas si loin, voire même il y a certaines technos ou quoi qu'on a développées qui sont bien supérieures par rapport à ce qu'ils font dans certaines équipes du World Tour par exemple, Mais non. ou même club de top 14. Et du coup, je me dis, mais attends, mais il y a carrément un truc à faire, et ça pourrait être justement une des sources de ruissellement ou De revenus supplémentaires, quoi. Exactement. Ok. T'as beaucoup de matériel justement pour lancer ton lab. Comment tu finances tout ça du coup quand tu t'es lancé, ça a marché comment? J'ai mangé des pâtes pendant 2 ans. T'as dit c'était dur, t'as galéré, c'est. Ah non, mais c'est effectivement, enfin, c'était très, très. Enfin, même une des raisons pour lesquelles je suis reparti à Chamonix, c'est parce que j'avais besoin d'être tout seul. Je ne pouvais pas me payer la bière à 8 euros le soir. Non, mais honnêtement, et je le dis sérieusement, je trouve que monter une boîte à Paris, c'est très dur parce que tu as plein de tentations. Même un pass Navigo, ça coûte super cher. C'est Enfin, terrible. et du coup, je me suis dit, je vais devenir un monk geek. C'est le terme qu'on a avec des copains, c'est les moines codistes en fait. C'est ceux qui s'enferment. Et honnêtement, j'ai codé pendant des heures et des heures et des heures. Enfin, mais ces 2 années-là de vie ont été quand même très, 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 très chargées en émotions et en code. Du coup, au début, ouais, j'étais vraiment tout seul. J'avais la chance, du coup, on a un chalet de famille là-bas qui appartient à mes grands-parents depuis des années. Du coup, honnêtement, je pense qu'ils sont au moins pour la moitié de ma réussite de la boîte parce que j'ai pu avoir un toit pendant ces années-là. Ils auront des parts. Hein. Ouais. Donc, il y avait ça qui était important. Après, j'ai réussi à avoir des petits contrats avec Roof, mais tu vois, du coup, première année de CA, on fait 0 €. Je pense, quelque chose comme ça. Nickel. Deuxième année, on fait 250 €. Voilà. Donc Merci Rouf. ça augmente, on la remercie. Et après, non mais j'étais persuadé de mon truc et je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Et après, j'ai eu un contrat avec Morten. Donc tu vois, on doit être en troisième année à peut-être 35 000 €, quelque chose comme ça. Et peut-être un peu plus. Et après, pour le coup, c'est vraiment parti. Et du coup, les athlètes qui payent un peu plus, on a signé un super contrat avec NutriPure. Donc justement pour les aider à créer leur team de sport, pour vraiment développer la performance. Et honnêtement, ça fait vraiment plaisir de voir une marque française. J'ai tendance à beaucoup taper sur le français parce que je trouve que ça va pas assez vite par rapport à ce que je veux faire. Mais justement, le fait d'avoir justement la confiance d'une marque comme ça qui se dise ok, on veut faire une stratégie à la Red Bull, on veut justement aller marquer l'histoire. Ouais, Et honnêtement, ça passe par des investissements comme ça, c'est vraiment fort. Tu conseillerais quoi aux marques françaises là pour être plus en accord avec tes principes? Il n'y a pas à être en accord avec mes principes. En vrai, honnêtement, il n'y a pas de galère. Moi, je pense juste que si on est dans un sport professionnel, on doit pouvoir avoir des profils comme les miens. Donc, mon rêve, ce serait que l'année prochaine, il y ait 10 data scientists, mais pas forcément qu'ils aient un rôle prépondérant, mais juste d'être là un peu en analyse, en suivi. Je pense que c'est vraiment important pour... en soi, un sport pro doit avoir des professionnels dans l'encadrement, tu vois. Ouais. Et honnêtement, je pense que on devrait avoir un peu plus ce réflexe d'aller chercher. Tu parlais de mes modèles, par exemple, dans les différents sports. Donc moi, il était plus anglo-saxon, mais j'ai croisé Jérôme Darret, qui était coach de l'équipe de France de rugby à 7, qui les a emmenés sur le toit du monde aux Jeux Olympiques.
Et honnêtement, du coup, on a eu un peu discuté de tout ça. Et c'est cool, justement, de voir que dans d'autres sports, il y a cette vision spécifique. Où il y a où je pense par exemple à Adrien Séguré, qui est entraîneur d'équipe de France de trail et qui passe une semaine avec Hugo Mola parce qu'il est très fan de rugby, il le connaît bien. Et en fait, il se dit, bah, pour être meilleur dans mon rôle d'entraîneur d'équipe de France de trail, je vais passer une semaine au Stade Toulousain pour voir comment est-ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a des trucs totalement nouveaux? Est-ce qu'ils se trompent? Et dans ce cas, je peux peut-être leur dire. Enfin, Tellement stylé de faire ça. mais c'est ouf en fait de se dire, il y a des énormes échanges justement de connaissances, etc. pour essayer de pousser un peu la chose et de définir un peu plus ce qu'est la performance et d'apprendre des autres. Donc Voilà. aller collaborer, quoi. Ouais, je pense que c'est fondamental en fait de bien comprendre ça. Oui, ça c'est de la collaboration, c'est juste on est meilleur. Soi-même on est nul. Enfin, moi je me considère comme nul parce qu'il y a plein de trucs d'autres à savoir, des approches différentes. Et honnêtement, c'est vraiment cool de pouvoir compter là-dessus. Mais tes modèles, ils sont pas nuls. Qu'est-ce qu'il y a? Tes modèles, tu as dit que tu as mis 2 ans à plus ou moins les coder, les développer. Comment est-ce que, si on parle un peu produit, comment est-ce qu'on travaille des modèles pour que les gens qui nous écoutent comprennent ça veut dire quoi un modèle? Tu en as parlé dans d'autres podcasts, et du coup les digital twins, comprendre un petit peu ça correspond à quoi en fait? Non, le truc, c'est. Moi, j'aime bien modéliser. En fait, comprendre, essayer de modéliser le corps humain, le poumon humain, le mollet humain, et en fait, de pouvoir justement comparer tout ça. Et ouais, c'est ce que j'ai fait justement pour les victoires là-dessus, pour la deuxième place de Roof l'année dernière. C'est en fait de créer ce modèle d'un athlète et en fait de réussir à pousser. En fait, on prend une cinquantaine de paramètres, on vient modéliser complètement l'athlète. Et en fait, ces paramètres, c'est la fréquence cardiaque, poids, sexe, taille, âge, plein de trucs comme ça qui sont vraiment intéressants, les différents seuils, la salinité de la transpiration, enfin vraiment plein de détails. Et le but, c'est justement de réussir à voir comment elles sont toutes imbriquées pour ensuite avoir un jumeau numérique, c'est vraiment le terme, et en fait réussir à pouvoir mettre des scénarios spécifiques sur ce jumeau pour voir comment est-ce que les autres paramètres sont impactés. Du coup, ça c'est très très puissant justement pour faire des tests, pour éviter de le faire dans la vie réelle et du coup de blesser l'athlète, et du coup ça nous permet de Ça, pousser pas c'est mal. dédié aux athlètes de haut niveau? Ouais. Pourquoi pas aux athlètes Parce que je mets une saison à créer un digital twin, enfin, pour regarder l'imbrication, etc. C'est quand même assez compliqué. Une saison, c'est quoi pour toi? C'est genre 8 mois? Une année, ouais. Une Enfin, année, ok. ça, ouais. En fait, pour avoir les bonnes données, pour les débiaiser, etc., c'est quand même un truc qui est énorme. Donc, à terme, moi, je voudrais vraiment l'automatiser et surtout le rendre un peu plus accessible. Au lieu de prendre 50 paramètres, on n'en prendrait que 3 on a peut-être ajouté un quatrième. Mais ça pourrait être vraiment intéressant. C'est tellement stylé. Et ouais, parce que justement, un truc qui peut être assez cool et qu'on veut développer dans le dashboard, c'est en fait, tu te dis, tu es une personne qui s'entraîne, donc toi, tu fais les entraînements, tu as ton digital twin à côté, donc que tu as créé en fait au moment où tu as commencé ton programme. Donc lui, s'il fait toutes les séances, tu le vois exactement qui progresse, etc. Donc tu peux un peu mesurer le retard que tu as par rapport à ce digital twin. C'est hyper motivant, tu vois. Il y a rien de performance, mais il y a vraiment un côté hyper motivant. Je sais pas, je réfléchis à plein de trucs où moi, tu dis aléatoirement, un jour par an, il se met une énorme tôle et du coup, tu vois le digital twin qui perd. Exactement. Enfin, ça peut être drôle, tu vois, ce genre de truc. Et c'est réaliste en plus, quoi, parce que c'est la vie aussi, Ouais. avec des imprévus, quoi. Et du coup, j'adore ce genre d'imprévu. Mais non, mais du coup, ça peut être très très amusant, tu vois, d'avoir ce genre de truc et en fait d'associer ça ou même, tu as parlé d'un peu de dopage avant. Moi, ça pourrait être hyper intéressant en fait de créer, et j'essaie de le pousser auprès des différentes fédérations, mais ça n'intéresse pas trop. Non, mais, je sais pas pourquoi on se demande. Mais par exemple, en fait, au début de l'année, tu fais un digital twin de tous les athlètes qui sont dans ta liste. Donc, tu sais exactement comment est-ce qu'ils sont censés progresser. Donc, tu mets les séances qu'ils ont faites, parce que forcément, ce serait tout caché, mais ce serait vraiment intéressant. Tu mets ton digital twin, tu mets toutes les séances que la personne est censée a faites. Donc, tu vois justement au bout de 6 mois si c'est le même niveau. Et si par exemple, tu as une différence entre les deux, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai oublié de mettre un stage en altitude. Ah oui, du coup, ça vient compenser un peu la différence entre le digital twin normal, non dopé du coup, et le digital twin de l'athlète. Ça crée des alertes pour les autorités qui surveillent le dopage, quoi. Et ça, honnêtement, c'est une utilisation intéressante de la tech qui est pas seulement de la performance. C'est cool pour le sport. Enfin, en tout cas, on a besoin de cette liberté-là. Et du coup, si on est capable justement de mettre ça en place et
Et après, bah, justement, on pourra jamais dire il y a cette différence, donc il est dopé, parce que forcément, ça va attaquer en justice dans tous les sens. Mais honnêtement, le fait de pouvoir dire ok, il y a ce paramètre qui est différent, donc ça correspond à la prise de tel médicament à telle période de l'année. Et du coup, honnêtement, tu as quand même un faisceau de preuves assez fort justement pour aller tester la personne. Donc, je sais pas, mais ça a du mal à partir et à pousser. Peut-être c'est certaines personnes qui en ont peur, je sais pas, on va voir. Ça va prendre 3 ans en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va prendre 3 ans comme ta boîte. Ouais, non, mais peut-être donc ça va que pousser. l'information Peut-être passe. ça peut être une occasion que ça se passe bien, mais ça pourrait être un beau projet. Et surtout, autant sur l'aspect performance, on est vraiment à la disposition seulement d'une personne. Là, pour le coup, ça reste un projet de bien commun, quoi. Mhm. Voilà. Ok, bon, c'est méga intéressant. De toute façon, il y a trop de trucs à creuser dans tous les, euh, dans tous les sujets qui sont liés à la donnée dans le sport, quoi. Ouais. Clairement, et tu as un boulevard, donc c'est pour ça que je trouve que t'es dans une position, je pense, incroyable, hyper excitante aujourd'hui. On n'a pas trop parlé de ta pratique du sport, Mhm. un petit peu quand même sur le trail. Est-ce que tu peux juste dire, tu fais quoi comme sport, t'en es où en ce moment, comment tu t'entraînes, t'as des objectifs? Moi, je fais un peu de trail. Et je m'entraîne bah, pour essayer de suivre les athlètes devant. Donc, non, c'est cool. Et puis surtout, c'est ma passion. Donc, j'adore passer du temps en montagne. C'est vraiment ma façon de couper. C'est génial. Enfin, en vrai, t'es en montagne, t'as tous les paysages. C'est excellent. C'est un des meilleurs sports au monde. Ouais. Tellement, bah, je suis 100% d'accord. Tu as des dossards, tu prends des dossards régulièrement, Ouais, t'inscris? bah, j'aime bien la compète, justement. J'ai un frère jumeau. Donc on a toujours été très, très, très compète. Et honnêtement, je pense que si je suis ici, c'est parce qu'à chaque fois, on se tapait dessus pour être le meilleur et pour faire une pompe de plus et aller gagner les courses. Ouais. Donc on s'est pas mal poussé l'un et l'autre. J'ai été blessé pendant 2 ans, donc ça a été une période très compliquée de ma vie, bah, justement parce que je pouvais beaucoup moins faire de sport. C'était une blessure au Fracture de niveau fatigue. Ah, ok. Voilà, au tibia, tir inférieur du tibia. Et non, assez terrible, mais là ça va mieux et du coup c'était trop cool de pouvoir passer du temps en montagne et en fait surtout je suis un peu mon propre cobaye et du coup mais je m'éclate comme un fou à faire des protocoles, à tester des trucs, à faire des trucs que personne n'accepterait de faire, tu vois, genre le marathon du Mont Blanc avec un masque, c'est le truc le plus terrible et barbare que tu puisses faire et honnêtement c'est intéressant parce que tu peux avoir des données. J'ai transformé ma chambre en chambre hypoxique. Donc ça, c'est exceptionnel. Enfin, je teste énormément Tu de dors à choses. combien d'altitude? Je dors à 3000, 4000 pour tester. Ouais. Mais c'est fou parce que en fait, on a besoin de ce genre de données. Je peux pas le faire à l'athlète parce que donc déjà au moins on a la réponse de quelqu'un, d'un humain. Donc c'est pas, bien sûr, ce sera pas Tom, tu vois. Mais au moins d'un humain classique. Où est-ce que je vais avoir un problème? Comment est-ce que mon taux de fer risque de chuter? Ce genre de choses. Donc c'est des trucs qui sont vraiment intéressants. Ouais. Et pourquoi ça pose problème selon toi? Il y a eu des débats autour de la chambre hypoxique dans le sport. C'est du dopage, ça? On peut considérer à un moment que c'est du dopage? C'est vrai qu'il y a des gens qui pensent ça. Il me semble que c'était interdit à un certain moment en Finlande, si je dis pas de bêtises. Ok. Euh, ou dans les pays du Nord. En fait, on n'avait pas le droit de posséder une chambre hypoxique, mais c'est impossible de regarder si oui ou non. Enfin, c'est très compliqué. Honnêtement, en fait, c'est une optimisation de la performance. Est-ce qu'on va trop loin? Il y a plein de gens qui sont pas d'accord. Mais je pense que, au contraire, j'ai un très bon argument là-dessus. Il y a des gens, et ceux qui ont de l'argent, qui vont à Tenerife, qui prennent l'avion pour aller sur des îles ou quoi, pour se mettre à 3000 mètres d'altitude pour bosser ces globules rouges. Et du coup, honnêtement, tu te dis, bah non, c'est un peu du contre-dopage parce que t'as pas d'émissions de carbone et en plus, ça coûte beaucoup moins cher et ça t'évite de bouger. Donc honnêtement, moi, je pense que tout ce il faut le prendre parce que bah, c'est un truc qui est légal et qui est permis. Donc, Mhm. non, pour le coup, c'est juste assez fou. Faut juste faire gaffe comment tu l'utilises parce que là, t'as un risque vraiment de faire de la merde. Hein, parce que, enfin, il y a plein de problèmes. On a parlé du fer tout à l'heure. Mais ouais, effectivement, Ok. tu peux complètement passer à côté de ton entraînement. Mais non, c'est génial et je trouve ça ouf de réussir à mettre une pression supplémentaire sur le corps. Et là, c'est la pression de l'oxygène. Ok. Il y a une question que j'aime bien poser, Mhm. qui est en rapport avec le podcast, donc kilomètre 30. Ouais. Quel est ton kilomètre 30 toi, Joseph? Le kilomètre 30, donc c'est mon mur à moi. Ton mur entrepreneurial ou perso? Mais honnêtement, du coup, ça a été dur de monter la boîte, mais j'ai jamais eu un coup d'arrêt vraiment fort. En vrai, j'aurais du mal à répondre à ta question. Euh, Peut-être le truc,
ce serait... C'est une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que il faut mieux entreprendre tout seul ou à deux? Ouais. Et honnêtement, moi, ma réponse, ça a toujours été, il faut le faire à deux. C'est hyper cool justement d'avoir quelqu'un pour t'aider. Mais j'ai jamais réussi à trouver quelqu'un Ouais, avec parce que moi. là, t'as fondé Ouais. Enduro solo, quoi, c'est Ouais, ça? ouais. Parce que je pense qu'il y a personne qui croyait au projet, enfin qui était assez fou pour soi-même. Peut-être que je suis insupportable à vivre avec. Euh, mais honnêtement, ouais, c'est ça. Et plusieurs fois, j'ai eu des super bons gars, super bons techniquement, etc., mais qui n'ont pas voulu passer le pas, ou on n'avait peut-être pas une vision qui était forcément la même. J'ai quelques exemples en tête. En vrai, j'ai quand même été assez proactif là-dessus. Et il y a personne justement qui s'est mis un peu dans l'idée ou en tête de faire ça. Donc, ça n'a pas été un mur en tant que tel, mais je me suis quand même posé la question, merde, attends, est-ce que je vais dans la bonne direction? Après, on arrivait toujours à dire, bah, en fait, je suis persuadé, donc oui, forcément, ça va marcher. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce côté en mode, pourquoi est-ce qu'ils sont pas aussi chauds que moi? Et voilà, ça m'a un peu travaillé un moment. Et là, pour le coup, j'ai réussi à m'entourer de super bonnes personnes, que ce soit en expert extérieur ou même en fait les CDI qu'on a. Et honnêtement, même les partenaires qu'on a, c'est juste super intéressant. Et du coup, ils m'aident aussi pas mal à vraiment structurer et avoir un miroir en fait pour voir si on va dans la bonne direction, est-ce qu'on fait pas de la merde, des choses comme ça. Hmm. Donc ouais, c'est pas du tout une souffrance et du coup j'ai réussi à bien faire la chose maintenant. Mais c'est vrai qu'à une époque j'étais en mode attends, c'est bizarre qu'il y a personne qui soit chaud. Et avec le recul, là, tu le vois comment? Pourquoi est-ce que tu penses que ces personnes, ça a pas matché Ouais, peut-être. Non, mais après il y en a qui sont encore des très très bons potes et que j'admire parce qu'ils font des trucs exceptionnels. C'est juste que c'était pas leur passion, c'était pas forcément le sport. Ils avaient d'autres choses à faire, ils ont une prolongation à 150K et qu'ils pouvaient pas refuser. Enfin, tu vois, il y a ce genre de truc où en fait tu fais pas forcément le poids. Et aussi, je suis assez content parce que tu vois, j'ai pas de cofondateur et surtout, j'ai pas d'investisseur. Et du coup, ça c'est trop bien. Enfin, j'ai tout monté en bootstrap et on réussit à faire tourner la boîte, tu vois. Ouais. Et ça, c'est assez puissant parce que j'ai pas justement de. En fait, j'avais trop peur et je viens du coup, j'avais fait le master HEC. C'est marrant, je donne pas des cours, mais des confs à HEC justement sur la major entrepreneur. Et je leur ai dit, le premier truc que j'ai dit, les gars, on n'a pas besoin de lever 2 millions pour avoir une super boîte. En Ouais. vrai, tu peux carrément avoir un truc qui marche super bien et tout en bootstrapping. Donc, faut pas céder dans les sirènes justement des VC et partir en mode ah, on a besoin d'argent, on a besoin d'argent. Si tu as besoin d'argent, effectivement, il faut aller lever, etc. Ouais. Mais là, honnêtement, j'avais pas forcément besoin. Je suis maître de mon bateau. C'est-à-dire que si je décide d'aller faire du water polo demain, et ben, je vais faire du water polo. Il y a personne qui me dit non. Tu vois. Et j'avais pas justement un VC qui me dise ok, bah ouais, en fait, il faut faire du mass market parce que ça va plus rapporter. En fait, moi, je m'en fous. Tant que ma boîte, elle fonctionne, tant que moi, je m'éclate au quotidien, c'est super important. Et tant que j'ai cette vision un peu long terme où je me dis, dans 3 ans, ça va marcher, et que je Hmm. réussis à payer mes employés, tu vois, ouais, c'est plutôt bien. Totalement. Donc, il y a un peu, je suis tranquille, je fais ce que je veux, et honnêtement, ma liberté, elle est très importante. Je comprends, hein, c'est Voilà. le choix de l'entrepreneuriat. C'est quoi ta vision dans plusieurs années? Comment est-ce que tu vois le futur d'Enduro? D'enduro bonne question. Pour l'instant, en fait, tous les objectifs que je m'étais fixés, ils ont régulièrement été atteints très très vite. Donc, tu sais, j'avais trois gros objectifs et on les a quasiment atteints. Comment est-ce que je vois la suite? En fait, il y a deux choses. Euh, Soit. En fait, c'est continuer à grossir parce que je trouve ça vraiment intéressant et on est quand même en train de créer un mouvement assez fort avec justement les boîtes comme NutriPure et tout. On crée un peu un écosystème de performance qui est vraiment cool. Donc, soit à continuer à grossir jusqu'à ce que j'ai des problèmes RH. Et je pense à partir du moment où j'ai des problèmes RH, je dis allez, c'est bon, on arrête à cette taille. Moins Et de en fait, 50 employés. Ouais, non, mais tu vois, après, ça va dépendre. Ça se trouve, ça va très bien se passer. Je vais tomber sur des mecs excellents à qui je pourrais déléguer justement toutes ces parties-là. Mais ouais, continuer à faire ça. Moi, je suis assez fasciné par. J'aimerais bien avoir un centre en physique. Donc, en fait, un centre de performance. S'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Mais en fait, le pitch en une seconde, c'est. Du coup, on coach certains des meilleurs athlètes du monde. Enfin, on coach et on accompagne. Et en fait, on dit souvent en data science, c'est vraiment le pitch garbage in, garbage out. Donc en fait, quand tu as de la donnée de mauvaise qualité en entrée, en fait, tu auras de la prédiction de mauvaise qualité en sortie. Et du coup, moi, ce que j'essaie de faire, c'est actuellement, on les envoie un peu à droite à gauche, à Göteborg en Suède, dans le Colorado, etc. Et c'est jamais, même en Nouvelle-Zélande, c'est jamais le même hémisphère. Et en termes de pression barométrique, c'est pas la même chose. En termes
d'humidité, de protocole, etc. C'est pas la même chose. Du coup, c'est très difficile de comparer des pommes et des pommes, comme ils disent là-bas. Et, euh, et du coup, moi, ce que j'aimerais faire, c'est avoir ce centre, ce laboratoire de testing directement à Chamonix où je peux faire passer tous les athlètes que je veux et vraiment avec les mêmes standards, avec la technicité de l'UTMB, enfin vraiment d'avoir de la spécificité très précise. Sauf que c'est pas rentable, tu imagines bien d'avoir que ça pour 5 ou 10 ou 15 athlètes. Et du coup, de l'ouvrir aux amateurs éclairés qui aimeraient justement en fait être dans de ce centre et s'entraîner comme des professionnels et avoir accès à toute l'éducation. Parce que ce serait un chalet d'une vingtaine de chambres, tu vois, avec de l'hypoxie et tout, et avec des professionnels de santé, un kiné, un nutritionniste qui soit vraiment à temps plein là-dessus pour justement créer cette bulle de performance qui pourrait être intéressante. Et là, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour que ce projet puisse voir le jour à un moment donné? Je pense que ça va toujours un problème de temps. Moi, j'avoue que ce serait un peu mon rêve. Là, j'ai missionné un de mes CDI pour réfléchir vraiment sérieusement là-dessus. Ok. Et honnêtement, ça va peut-être se faire, hein. Il y a peut-être un moment où en fait, Ok. on va trouver les premiers clients. Ce serait cool de tester quand même l'attraction parce que tu vas pas acheter un chalet à 10 millions sans savoir que ça peut intéresser des gens. Mais ouais, d'avoir un peu de traction sur des week-ends de stage ou des trucs comme ça. Et après, en fait, c'est trop cool parce qu'au niveau recherche, je pense que les marques même pourraient être super intéressées parce que ce serait un labo à ciel ouvert avec plusieurs PhD qui travaillent sur des sujets, tout le matos qu'il faut. Donc en vrai, en termes de testing, ce serait assez fort. Ouais. Ah, mais tellement, tellement. Donc Bah, ça, je te souhaite, c'est mon je te projet. souhaite que ça fonctionne, hein. Franchement, Ouais. ça donne envie. Ça donne envie Ouais, d'aller non, c'est voir cool. et pour les athlètes, ce serait formidable, quoi, clairement. Euh, enfin, on l'a un petit peu mentionné, mais il y a un sujet qui m'intéresse. On en a parlé un petit peu avant de lancer l'épisode. Les appareils connectés. Mm. Là, on touche à l'innovation, au mass market aussi, et à la récupération de la donnée dans la pratique du sport. Mm. Comment est-ce que toi, tu vois ce marché aujourd'hui et comment est-ce que tu le vois évoluer? C'est un bon point. Le hardware, c'est très compliqué. Genre, nous, on n'irait jamais sur du hardware. On teste plutôt des capteurs pour voir s'ils sont bons, etc. Que les marques nous envoient parce qu'ils sont intéressés justement de retour. Il y a aussi notre visibilité en termes justement de vente et de recommandations. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de capteurs et aussi, même on va reprendre la fréquence cardiaque donc au poignet ou à la ceinture, Ouais, mais on voit que ça s'est démocratisé à une vitesse qui est complètement folle. Enfin, tu vois, la première qui est sortie, je crois que c'était Polar pour le ski de fond, si je dis pas de bêtises. J'ai plus la date en tête, mais je te la début ressortirai. des années 2000. C'est un peu avant 93, si je dis Ah pas ouais, de ok. bêtises. Donc la première truc pour le ski de fond là-dessus, quand on voit comment ça a évolué, la précision qu'on a, les temps de charge, etc. Donc honnêtement, on va plus aller vers du ruissellement de cette technologie. Si on a du lactate en temps réel, ce serait exceptionnel pour mieux comprendre le corps. Et honnêtement, ce que je dis souvent, en fait, je pense que le corps est pas du tout suffisamment compris, même par les médecins, etc. Il y a plein de trucs, même sur les filières énergétiques, je suis sûr qu'on se trompe assez largement parce que en fait on a oublié une réaction au milieu où on réussit pas justement à bien calibrer quelque chose. Donc honnêtement, je pense qu'on n'a pas encore toutes les réponses et ce genre de capteurs en temps réel pourront être vraiment intéressants. Ok. Et du coup, tu vois, euh, ça évolue très vite de nos jours. Comment est-ce que tu vois les prochaines années? Il y a des trucs incroyables selon toi qui vont arriver sur le marché? Ce serait quoi les trucs les plus fous pour toi? Je sais pas, prof, le lactate en temps réel, ça pourrait être vraiment intéressant. Ouais, Euh, et après, en vrai, même tout ce qui est interne, genre justement de réussir à avoir un capteur à l'intérieur, par exemple, pour savoir au niveau oxygénation locale, ce genre de choses. ah ouais. Ça, honnêtement, c'est un truc qui me fait un peu peur, mais honnêtement, je pense que si on veut avoir plus de précision, c'est vers là qu'il faut aller, même pour comprendre un peu plus l'aspect mental, motivation. Si on réussit justement à mettre des capteurs pour capter rien que les flux électriques dans le cerveau, enfin, en vrai, si on veut pousser, on pourra pousser. Ouais. Il n'y a pas de galère. Ce qu'il faut, c'est garder quand même le plaisir de courir et de libre arbitre. C'est ça qui est fondamental. Oui. Donc, je pense que les deux vont avoir du mal à cohabiter quand même. Ouais, il y a des sujets éthiques, tu vois, Ouais. d'augmenter l'humain ou sans parler de l'augmenter, le plugger dans tous les sens pour aller chercher de l'info. Ouais. Moi, la réponse que je fais à ça, c'est oui, effectivement, il y en a qui pensent que c'est too much, etc. Mais en fait, moi, j'utilise beaucoup ça d'un point de vue social pour aider les gens, tu vois. Enfin, je me dis, ah, c'est horrible d'avoir des capteurs de glucose partout, mais si justement ça permet de comprendre la consommation énergétique avec
30% d'humidité, 40, 50, 60. En vrai, c'est tout bête, mais on va pouvoir aider les personnes diabétiques justement à plus gérer ça. Donc, honnêtement, ça reste de la recherche, donc hyper appliqué parce que c'est sur une seule personne. Mais si on peut le réutiliser derrière, moi, je trouve ça exceptionnel et c'est clairement ma motivation pour continuer à faire ce que je fais. Ouais, mais en vrai, tellement stylé tout ce que vous faites. Du coup, pour ce studio, ou comment est-ce que tu appelles ça, ce serait un... Ce serait le PC. la- C'est en toute humilité Enduro Performance Center. Ouais, Non, on a repris un peu l'APC de Red Bull qui s'appelle Athlete Performance Center. ok. Et non, en vrai, il n'y a pas encore de nom défini. Ça se trouve, ce sera un co-branding avec une marque. Ça se trouve, ce sera un peu une clinique en partenariat avec la ville pour justement le mettre à disposition des habitants. Enfin, bon, bref, typiquement, ce serait d'avoir un IRM et scanner à l'intérieur Mais oui. parce qu'on n'en a pas dans la vallée. Et je me dis, si mon Il impact. n'y en a pas dans la vallée? À Chamonix, il n'y a pas, non. C'est vrai? Et ben, on est obligé de descendre à Salanches, c'est terrible. Ouais. Et du coup, si je me dis, bah, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai réussi à implanter un IRM, un scanner à disposition de tout le monde dans la ville de Chamonix. C'est stylé, tu vois. Ouais, c'est trop stylé. Ouais, donc c'est ça. Ok. Et est-ce que tu regardes un peu les... Parce que là, c'est un modèle qui est assez différent aussi. Un lieu avec beaucoup d'équipements. C'est des infrastructures qui sont ultra coûteuses. Ouais. Et du coup, des partenariats avec des marques possibles, aller chercher des athlètes pour que ce soit rentable, etc. Comment est-ce que toi, tu vois ce modèle-là? Est-ce que tu compares à d'autres modèles ou lieux qui pourraient être similaires? Tu as parlé du lieu Red Bull, mais est-ce qu'il y a d'autres boîtes Ouais. qui attisent ta curiosité là-dessus? Il y a beaucoup. Si, il y en a beaucoup. On a fait un mapping hyper complet. C'est Mathieu qui s'occupait de ça. Ah, Et ok. il était vraiment trop fort. Et effectivement, il y a plein d'autres modèles, mais qui soient différents, qui sont certains totalement à l'opposé. Mais quand tu vois le centre de Renix au Kenya, qui est vraiment Ouais. intéressant, enfin, ça reste un centre d'entraînement. Mais ça peut aussi se rapprocher d'une clinique privée en France qui fait des accouchements. Enfin, en vrai, c'est assez large. Il y a un peu, rien que tu reprends le campus du PSG, qui ont à peu près la même chose, mais qui n'est pas ouvert au public. Enfin, tu vois, il y a vraiment beaucoup de centres. Il y a un lab itinérant de testing, ça pourrait être aussi une petite branche du projet. Donc ouais, il y a pas mal de trucs sur lesquels on regarde en termes de pricing. J'avoue que moi, j'ai pas encore la tête dedans parce que j'ai laissé les gars avancer là-dessus. Mais ouais, il y a beaucoup de bonnes idées, des trucs qui marchent déjà bien, donc à voir si ça prend. Et voilà. Ok. Mais l'idée, ça sera toujours de rester, enfin, de pas diluer ton capital, quoi, quand tu vas grandir. Ça, je sais pas, en vrai, pour le coup, c'est un projet à 10 ou 12 millions d'euros, donc honnêtement, pour les sortir de ma poche, je sais pas, voilà. En toute Mais, humilité. mais si, non, surprise. Non, mais du coup, ça, pour le coup, je pense que ça va être important d'aller chercher des différents sponsors, enfin, pas des sponsors, des investisseurs. Mais là, pour le coup, on cassera peut-être la boîte en deux, justement, avec une partie foncière. Et pour justement garder un peu enduro qui fonctionne bien. Mais honnêtement, si, de toute façon, pour des gros projets comme ça, je suis pas du tout anti-VC, il faut aller chercher. Ouais. Et en vrai, on a des demandes, mais dans tous les sens de fonds qui veulent investir, etc. Ok. Donc honnêtement, je pense qu'on n'aura pas trop de mal à trouver l'argent. C'est un projet IMO en plus, donc quand même relativement facile à financer. Ouais. Donc s'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas. Mais honnêtement, enfin, je pense que Allez dans les commentaires. un investissement, c'est surtout un mariage, je pense. Mhm. Enfin, il faut que tu t'entendes très bien avec la personne, il faut que tu sois aligné sur tous les trucs. Et quand tu prends un investisseur, tu le prends pour son argent, mais aussi pour le réseau qui peut Le t'ouvrir. réseau, les Et honnêtement, connaissances. ça joue pas mal. Du coup, avoir justement des gens qui seraient vraiment intégrés là-dedans. Tu vois, moi, j'avais toujours dit non, je prends pas d'investisseurs. Et j'ai vu que Red Bull avait ouvert un fonds d'invest justement à destination. Je me disais, ah, là, pour le coup, moi, je ne prendrais pas pour l'argent, tu vois. Ouais, Mais peut-être justement pour le fait de rentrer un peu dans cette galaxie, le fait d'avoir un peu ce nom-là sur le CV. C'est vrai que totalement. ça Ouais. peut être un truc assez cool. Decat aussi. Ouais, bah, j'étais avec eux là, il y a 1 heure, Decathlon Pulse. avec qui bon, on discute pas forcément de ça, mais c'est vrai que c'est une belle boîte française. Ouais. Et du coup, si on peut réussir à pousser aussi, quand on voit ce qu'ils font et les efforts qu'ils mettent dans le trail, dans les performances aussi, là cet été au championnat du monde à Tokyo, c'est assez fou, ouais, franchement, et c'est assez fort. Donc honnêtement, c'est une belle marque, je pense, d'expertise. C'est marrant parce qu'à l'époque, c'était vraiment pas du tout la marque Ouais, c'est une folie. ce qu'ils ont fait. connue. En fait, c'était marrant parce que j'étudiais beaucoup les trucs et je me dis, mais ils sont super forts et personne n'est au courant. Et je trouve ça très bizarre parce que je suis en mode, mais attends, mais ils ont de la techno et de l'expertise qui est pas du tout raccord justement avec leur image de marque.
Et je dis, c'est quand même bizarre de communiquer aussi sur du. Et en fait, là, ils ont fait le changement et là, ça claque quand même. Ouais, beaucoup ça plus, claque tu de vois. fou. Bah, Jimmy Gracie, Ok. par exemple. Ouais, non, bien sûr. Ouais. Ok, écoute, on a abordé des sujets ultra intéressants, Joseph. Merci pour ça. J'ai une toute dernière question avant de terminer cet échange. Vas-y, C'est une question un peu fun que j'aime bien vas-y. Attends, poser. ça. Toi, tu as vraiment le profil maths, donc passion pour les maths et passion pour le sport. Hmm. Si tu devais lâcher un des deux, ce serait lequel? Ça veut dire que tu n'as plus le droit de faire de maths ou tu n'as plus le droit de faire de Ouah, sport. c'est interdit comme question. Je suis désolé, je peux pas répondre. Ouah, attends. Non, mais quand je te dis, c'est mes deux passions, c'est. Est-ce qu'on peut pas considérer que les maths, c'est une gymnastique intellectuelle? Et c'est bon, ça passe. Non, ouais, qu'est-ce que je dirais? Ouah, attends, c'est pas évident. Bon, soit je réponds pas, soit. J'avoue que je suis quand même. En fait, le fait de faire des maths, ça me permet de vivre des émotions par le sport. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, l'UTMB, là, même si je l'ai pas couru, j'ai eu l'impression de faire du sport parce que je faisais justement cet aspect maths. Et honnêtement, j'avoue que les maths, c'est juste de comprendre le monde. Même, il- par exemple, la data pour la politique, moi, c'est un milieu qui me passionne à fond de voir comment est-ce qu'on comprend un peu l'opinion et comment est-ce que les gens, justement, les font bouger, les leaders d'opinion. Donc, honnêtement, j'avoue que j'aurais un peu de mal à vivre sans maths. Donc, je dirais, j'enlève le sport, mais je vivrai le sport grâce à mon métier. Ouais, Et comme ça, je peux ça faire du marche. maths pour ce que je veux. Top. Voilà. Ok, bonne réponse. Merci beaucoup, Joseph, pour cet échange. J'ai passé un super moment. Merci beaucoup. À très vite. Ah ouais, à plus. Salut. Allez, salut. Voilà, c'était Kilomètre 30. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez soutenir l'aventure, ça se passe sur tous les réseaux. Kilomètre 30 podcast. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Dans moins de 2 mois, j'espère.